Nous a rejoint Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Pour notre grand entretien avec Nathalie Saint-Cric à mes côtés, théologien, historien des religions et directeur général des éditions du Cerf. Vous avez signé récemment un documentaire, Les Empires contre-attaquent, à voir en replay sur la plateforme de France Télévisions. Très bon documentaire qui retrace la montée en puissance des empires. Votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1, publié chez Albin Michel. On vous invite aujourd'hui, avec ces 2 mois de guerre et cette impasse, on échangeait à l'instant, vous disiez, on patine dans cette guerre, on ne voit pas quelle pourrait être la sortie aujourd'hui, guerre bloquée, gelée. Très précisément, l'absence de sortie pourrait être une sortie qui ne dit pas son nom, parce que vous avez en fait, je dirais, 3 solutions. La première, c'est que d'un coup, Trump décide que l'Iran a droit au nucléaire, intégralement, sans contrôle. Voilà. Bon, ça, c'est pas du tout le sens aujourd'hui de sa position. C'est non, plutôt l'inverse. Il voudrait comme trophée... que les Iraniens disent, voilà, on rend l'uranium enrichi, on est d'accord, on va rester comme on est, et on vous dit merci de nous avoir bombardés. Bon, ça, c'est à peu près invraisemblable. L'autre solution, c'est l'embrasement complet de la région. Et là, il y a quand même de très fortes résistances, ne serait-ce que parce que finalement, l'économie mondiale résiste aussi à une telle perspective, n'est-ce pas ? Sans compter les acteurs locaux qui pèsent aussi, au moins pour les États-Unis. Toutes ces monarchies arabes pétrolières comptent beaucoup pour les États-Unis. Oui, donc il y a un frein. qui, eux, freinent, ne veulent pas escalader dans les opérations militaires, que ça reprenne. Surtout pas. Surtout pas. Et donc, vous pouvez tout à fait rester dans une zone un peu clair-obscur, comme celle-là, avec un cessez-le-feu qui est enfreint régulièrement, qui débouche sur des opérations, qui, en fait, voit s'alterner les deux blocus, puisqu'il y a 2 blocus, il n'y a pas que, il y en a un du côté iranien, un du côté américain. Et comme ça, une situation, je dirais, qui s'effiloche, parce qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur, et que, de toute façon, désormais, nous sommes entrés dans les guerres qui sont sans but déclaré. Si vous pouvez me dire quels sont les buts de guerre des États-Unis, clairement... Officiellement, c'est le nucléaire. Théoriquement, mais est-ce qu'ils sont là pour décaniller le régime? Est-ce qu'ils sont là pour juste récupérer le nucléaire? Est-ce qu'ils sont là pour faire un nouvel Iran? Ou est-ce qu'ils sont là juste, en fait, pour accompagner aussi leur allié Israël, n'est-ce pas? Bon. Les déclarations de Donald Trump ont varié, en tout cas. Des guerres dont ne marquent pas vraiment le début, parce que cette guerre-là, de 2 mois, il y a eu une guerre avant, la guerre de 12 jours. Où est le début, finalement, de cette guerre? Donc les guerres qui ne commencent plus peuvent aussi ne plus finir clairement. Rappelez-vous de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est 21 années de guerre, c'est 3 500 milliards de dollars, 100 000 morts, toutes sortes, militaires, civils, etc. Est-ce qu'il y a un traité de paix? Est-ce que non? Non, il y a une fin à la guerre d'Afghanistan. Il y a le retrait des forces américaines et autres. Une catastrophe absolue. Pour les femmes afghanes. Pas que les femmes, tout le monde. Oui, pour tous les Afghans, mais les femmes en premier lieu, alors qu'elles étaient, je dirais, le marqueur en quelque sorte qui expliquait pourquoi pas les États-Unis et leurs alliés étaient là-bas, parce qu'il y avait de l'insupportable. Est-ce que ça veut dire, alors, pour essayer de comprendre, est-ce que ça veut dire, dans ce que vous expliquez, est-ce que ça veut dire que pour vous, quelles sont les motivations, puisque vous dites une guerre, on ne comprend pas le but, on ne comprend pas pourquoi ça s'arrêterait, on ne comprend pas pourquoi elle continuerait. Est-ce que derrière ces affrontements qu'il y a dans plusieurs endroits, c'est un affrontement économique, idéologique, postcolonial, du genre, vous nous avez quelque chose comme hier soir, on avait Hubert Védrine qui disait qu'il n'aime pas l'expression Occident, le Sud global, mais qu'en gros c'était maintenant c'est nous qui avons le pouvoir, vous nous avez colonisé et dominé pendant trop d'années. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui les fait marcher, fait avancer? Alors, je pense que ce qui se passe, c'est assez clair. Vous êtes théologien quand même, donc c'est... Oui, mais c'est assez clair, malheureusement, c'est que l'ordre libéral, fondé sur les droits de l'homme, sur le droit international, fondé sur l'idée que le progrès se nomme la libre entreprise, la démocratie, l'alternance, enfin, etc., l'égalité des sexes, la capacité de respecter les minorités, enfin, de toutes sortes, etc. Cet ordre libéral que les États-Unis ont imposé à la moitié du monde après 1945 et à la totalité du monde après 1989, était aussi le moyen de leur hégémonie. Il n'était pas que ça,
parce qu'il y avait des valeurs universelles, mais étaient aussi le moyen de leur hégémonie. Cette hégémonie, aujourd'hui, elle est largement contestée parce qu'effectivement, elle apparaît aussi très opportuniste, n'est-ce pas? Et là-dessus, malheureusement, il y a de valeurs il y a des vérités. La fameuse guerre d'Irak, n'est-ce pas? Le mensonge de la guerre d'Irak. Et puis, ensuite, il y a le fait aussi qu'elle ne sert plus l'hégémonie des États-Unis parce qu'on a vu monter de nouvelles puissances pendant que les États-Unis couraient derrière cette espèce d'hologramme d'empire qui était Daesh, le djihadisme planétaire ubérisé. Les anciens empires, eux, se réformaient, se réarmaient, à savoir la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et la Turquie, à des degrés divers, mais ce sont tous d'anciens empires qui ont repris aujourd'hui leur capacité de nuisance. Et en fait, on va vers cette définition du monde, je vais essayer de le faire brièvement, qu'a très bien décrit un type sulfureux qui s'appelait Carl Schmitt, qui était en fait, qu'à un moment pensait manipuler Hitler. Moi-même, Hitler ne s'intéressait pas beaucoup à lui, mais qui avait une vision du monde assez claire. C'est que, vous voyez, nous avons vécu sur un régime d'universalité. Lui, il dit, on va aller vers un monde de pluriversalité, c'est-à-dire des acteurs dominants qui vont s'entrechoquer pour à la fois régner sur leur périmètre, oui. Et en même temps essayer malgré tout de pousser ailleurs pour essayer de conquérir des formes de domination planétaire. C'est la Chine qui, à la fois avec les routes de la soie, n'est-ce pas, avec son espace là dans la mer Pacifique, la mer de Chine, et puis en même temps à les routes de la soie. Et donc je crois qu'on en est là. Et dans cet entrechoquement des mondes, vous avez une prime à la violence, à la force, à la brutalité, parce qu'il n'y a plus besoin aujourd'hui d'excuses. Et c'est ce qu'on voit. Poutine ravage l'Ukraine et il ne vous dit pas qu'au fond, peut-être, il aurait pu ne pas le faire. Non, il est content de le faire. Il continue à le faire et pour le moment, il n'a pas prévu d'arrêter de le faire. Pour préciser, Schmitt, en effet, très sulfureux, dignitaire du régime. Pas dignitaire, il a essayé. Non. Il a essayé de le devenir, mais même les nazis l'ont pas pris au sérieux parce qu'il était trop intellectuel pour eux. Votre analyse mais sulfureux, on est d'accord. Sulfureux, on est d'accord. Mais en même temps, avec une capacité de médium, en quelque sorte, peut-être maléfique, peut-être qu'il y a des médiums maléfiques, mais qui parfois voient des choses que les esprits positifs ne voient pas. Votre analyse justement sur ces anciens empires qui, vous le dites, peut-être ne faisaient qu'hiberner, qui sont de retour. Est-ce que c'est ce que les Américains n'ont pas bien analysé et n'ont pas bien compris, et finalement ce qui leur arrive avec l'Iran? C'est-à-dire qu'ils imaginaient les Iraniens affaiblis, qui n'étaient plus cet empire qu'ils avaient pu être, et que donc ce serait une guerre au final facile à gagner, peut-être encouragée par en plus l'analyse d'un Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui voulait avoir les Américains à ses côtés dans cette guerre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'analyse de la part des Américains? La cécité culturelle des Américains, vous voyez, nous, aujourd'hui, nous avons des militaires, des hauts gradés, qui ont tous fait des doctorats d'histoire, des doctorats de civilisation, et qui ont compris que les guerres, elles ne se déroulent pas simplement à grands coups. Je dirais. On sait qu'il n'y a pas que des abrutis dans les militaires américains. Non, mais lorsque. Ni israéliens d'ailleurs. Non, les Israéliens, je ne les mets pas. Mais les culture et d'autres civilisations. Mais les Américains, lorsqu'ils pensent la guerre, ils s'appuient beaucoup sur la pensée de la guerre française. Ça, il faut le savoir. Bon, donc il y a une espèce de cécité culturelle, n'est-ce pas? Et qui fait que les États-Unis sont pris au piège des Iraniens. Oui, aujourd'hui, vous le dites, les néo-empereurs qui veulent la mort de l'Occident. Oui, alors moi, je ne crois pas que l'Occident, ça existe vraiment, parce que finalement, je suis un peu soulagé là-dessus, c'est que Donald Trump, qui lui marque véritablement le fait que les États-Unis ont la même construction religieuse, au fond, et fanatisée que ces néo-empires. Bon, Trump nous a libérés de l'illusion de l'Alliance Atlantique, en quelque sorte, puisque avant, pour ces néo-empereurs, évidemment, taper sur l'Occident, ça voulait dire taper sur les États-Unis et l'Europe. Mais comme taper sur les États-Unis, c'est quand même un peu compliqué, ça voulait dire taper sur l'Europe. Bon, mais ça nous libère de ça. Ça nous libère d'une forme d'illusion. On s'est rendu compte quand même que si on veut être indépendant et libre, ce qui est très important. Il faut mieux compter sur soi-même. Il fallait compter sur soi et arrêter je dirais, penser que, si vous passez cette expression, qu'un jour, lorsque nous serions grands, nous serions tous des Américains, n'est-ce pas? Je crois que ça, c'est fini. Maintenant,
la cécité culturelle. Regardez, ils n'ont pas compris que les Iraniens étaient des chiites, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision de l'histoire qui était une vision ouverte, attendant le retour de l'imam caché, du Mahdi, du Messie, et que donc ils avaient un sens du martyr, de la souffrance, qui est une vraie culture chez eux. Et puis ils n'ont pas compris non plus, qui redouble cette culture chiite, qu'on a affaire à des dirigeants iraniens qui sont tous nés, en quelque sorte, à la réalité dans la fameuse guerre Iran-Irak, qui a été toujours vue en Iran comme une guerre provoquée par l'Occident contre le régime, n'est-ce pas? Et regardez, ils sont tous septuagénaires. Ils ont tous, en fait... Ils ont l'air de là-dessus. Fait la guerre. Voilà, ils sont nés dans la guerre et ils animent, en fait, un régime qui est un régime insurrectionnel. J'entends par là que c'est un régime qui vit parce qu'il fait sans cesse la révolution. Quand vous allez attaquer un régime comme ça, avec des gars qui de toute façon n'ont plus rien à perdre, puisque leur vie est derrière eux, et tout ce à quoi ils peuvent tenir, c'est à leur héritage idéologique. Bah, dans ce cas-là, vous y allez autrement que les Américains. Ça veut dire que vous considérez qu'on est complètement, nous, démocratie, désarmés, parce qu'on n'a pas le carburant qui fait marcher les autres et qui les fait tenir. Je vous fais pas le désarmement de l'Occident parce que voilà, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Parce que je ne me réfère pas au maréchal Pétain. Mais est-ce que vous considérez dans l'enclenchement qu'il peut y avoir pour plus tard que nous sommes faibles, nous les démocraties, les Européens, par rapport par exemple aux Russes qui à la fois tiennent d'une main de fer le régime, par rapport aux Chinois qui n'en demandent pas leur avis, ou par rapport aux théocraties qui sont mues par une foi que nous n'avons pas. Alors, d'abord, tous ces empires se sont reconstruits sur une conception totalitaire du religieux. Vous voyez que Poutine, il restaure les monastères que Staline dynamitait. Erdogan rétablit le culte musulman dans Sainte-Sophie, qui était un musée. Bon, tous. Bon, nous n'avons pas, je dirais, cette façon de retourner l'opium du peuple en amphétamine des tyrans. C'est ce qu'ils font tous, n'est-ce pas? Je veux dire, ce qu'ils font tous. Mais parce que nous avons quand même un véritable problème, c'est pas d'aller à l'église, n'est-ce pas? C'est pas de redevenir tous de bons catholiques ou de bons protestants. C'est que on ne peut pas. C'est tout le problème de la fondation des droits de l'homme. Les droits de l'homme existent, mais pour les fonder, il faudrait qu'ils soient fondés pas simplement sur le fait qu'il vaut mieux les avoir que ne pas les avoir. Il faudrait qu'il y ait une forme de relation, une forme de transcendance pour laquelle on puisse mourir. Parce que la question, elle est là. La différence entre eux et nous, n'est-ce pas? C'est que chez eux, il y a des gens qui sont capables de mourir pour les idées que nous avons, nous. C'est-à-dire, regardez ces femmes de Téhéran. Elles sont capables d'aller au-devant des fusils, n'est-ce pas, pour demander quoi? La vie, la liberté. La vie, la liberté. Femme, vie, liberté. N'est-ce pas? Bon, et d'être des femmes à part entière. Elles ne veulent pas devenir des Californiennes, mais elles ont un courage. Où est le nôtre par rapport au leur? Alors justement, j'ai repris les citations de M. Mandon, chef d'état-major des armées, qui avait à l'époque, d'ailleurs si je retrouvais ma page, ça serait bien, qui à l'époque s'était fait fortement critiquer, parce qu'il avait dit en gros que si on n'était pas capable d'accepter de perdre nos enfants ou de perdre notre facilité économique, notre bien-être... Ce qui nous manque, avait-il dit, c'est la forme d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à la production de défense, alors on est en risque, avait-il dit. Je pense que là où le chef d'état-major avait raison, c'est que nous n'avons plus ce sursaut pour la collectivité, n'est-ce pas, pour l'être commun historique. C'est finalement une évolution normale. Mais on l'aurait, par exemple, pour sa famille, n'est-ce pas? Je pense que n'importe quelle mère serait capable, je veux dire, de risquer sa vie pour défendre ses enfants. Donc à ce niveau-là, ça va de soi. Où ça va plus de soi, c'est au niveau de la communauté de destin. Et c'est ça le caractère dramatique, parce que qu'une mère de famille puisse défendre ses enfants contre des agresseurs, c'est très bien. Mais lorsque, en fait, c'est de pays à pays, lorsque l'agresseur c'est la Russie ou la Chine ou autre puissance réelle, il faut dans ce cas-là qu'il y ait un ciment, n'est-ce pas? Ce ciment aujourd'hui, bien sûr qu'il fait défaut, mais il se peut aussi qu'il revienne très vite, parce que moi je fais confiance à notre jeunesse. Je trouve qu'ils sont bien plus conscients en fait des dangers du monde et qui sont bien plus conscients de ceux qu'ils ne veulent pas devenir, à savoir des asservis, des soumis, des esclaves, n'est-ce pas,
que ce qu'on pourrait croire. Pour en revenir au conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël, cette analyse aujourd'hui du média Axios, le conflit en Iran et la nouvelle guerre froide, est-ce que vous souscrivez à cette analyse-là ? Alors, je dirais qu'il y a un truc qui est complètement... qu'on mesure mal, c'est que même pendant la guerre froide entre Moscou et Washington, il y avait un téléphone. Il y avait un téléphone et on arrivait à se parler. Il faut savoir qu'après 1979, toutes les relations ont été interrompues quasiment entre Téhéran et Washington, n'est-ce pas ? Puisque la haine des États-Unis est constitutive de ce régime. La volonté de se venger des États-Unis, la volonté d'humilier les États-Unis. C'est pour ça que... Le grand Satan, les États-Unis, et le petit Satan, Israël. Voilà. Et donc, je pense que... non, c'est pas une nouvelle guerre froide, parce que vous avez le fait que demain, en fait, les États-Unis peuvent partir du Moyen-Orient et le laisser dans un état, je dirais, catastrophique, celui qu'on connaît aujourd'hui, et pire, en quelque sorte, qu'avant leur intervention. Vous évoquez aussi le spectre de l'apocalypse. Excusez-moi. Oui. Il y a une chose dont on ne parle jamais, ce sont des Iraniens et des Iraniennes, n'est-ce pas ? On en a parlé longuement tout à l'heure de la situation dans laquelle ils vivent vivent aujourd'hui. je ne dis pas ici. Mais je veux dire, général. comme si eux étaient passés par pertes et profits, en quelque sorte, alors que ce sont eux qui sont au cœur de cette affaire. Et qui sont les premières victimes de cette affaire, avec un régime qui se durcit. On l'a vu, des arrestations qui continuent, des condamnations, des pendaisons également. Et eux, ils sont pris, en quelque sorte, je dirais, entre les bombes américaines qui tombent du ciel et les tirs des bassijis, des miliciens qui correspondent aux Pasdaran, qui s'adressent à eux de la même façon. Je crois que là-dessus, qu'on n'ait pas fait des Iraniens et des Iraniennes, je dirais, notre véritable drapeau dans l'affaire, je trouve ça dramatique. On peut le faire symboliquement, notre véritable drapeau, mais concrètement, tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui était dans l'opposition iranienne, qui considérait qu'il n'était pas raisonnable, qu'il fallait que les Américains arrêtent immédiatement de s'en prendre aux civils ou d'avoir des dommages collatéraux, comme on dit en général, en bombardant, en considérant que Netanyahou était jusqu'au boutiste et tout, et qu'il fallait laisser tranquille le peuple iranien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Moi, je veux bien qu'on dise notre drapeau, mais d'abord, est-ce qu'il y a un devoir d'ingérence humanitaire, comme on nous le bassinait il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'au nom des défenses de la démocratie, on va aller se mêler des affaires d'un pays en disant mais c'est absolument anormal ce qu'on fait aux femmes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est quoi notre mission ou notre devoir, ou est-ce qu'on n'en a aucun ? Non, je crois qu'on a des intérêts. Je crois qu'il ne faut pas céder non plus effectivement à une espèce de romantisme humanitaire dont les effets sont... Donc ça peut aller ensemble, les intérêts économiques et le fait de... Oui, mais parfois, mais quand il est seul, ce romantisme-là, il a des effets désastreux, n'est-ce pas ? Soyons clairs. Je veux dire, regardez la Libye. Je veux dire, bon, ça fait combien d'années que maintenant la Libye a implosé, je veux dire, le peuple libyen est soumis aux milices, enfin, etc. Donc arrêtons. Je veux dire, les intérêts, c'est un monde tempéré par la paix. Et pour avoir un monde tempéré par la paix, en fait, on peut tout à fait être contre le régime iranien, parce que c'est un régime déstabilisant pour tout le reste du monde. Et qui peut vouloir nous détruire. Absolument, et qu'il a voulu d'ailleurs. Enfin, beaucoup d'attentats en France, c'est l'Iran qui était derrière. C'est documenté, comme on dit, au Liban et partout. Oui. Et deuxièmement, vouloir en même temps libérer ce peuple iranien de l'oppression que commet ce régime. C'est quoi nos outils ? Nos outils, si ça peut pas être la guerre, si ça peut pas être, c'est quoi ? Nos outils, à nous Français, je dirais, serait par exemple d'être un peu plus clair sur l'affaire du Liban, où à empêtrer en quelque sorte, après une longue absence par un difficile retour, nous nous engluons dans toutes ces questions, je dirais, d'influence de communautés, de groupes, de clans libanais, au lieu d'être clair sur un point. C'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah, c'est la main armée d'un colonialisme iranien au Liban. Enfin, voilà. Et ça, qui le dit ?
Bah, Alors ça, justement le Liban, l'autre axe dans cette guerre au Moyen-Orient, c'est le feu très fragile et peut respecter 40 morts côté libanais dans des frappes israéliennes depuis le début de cette trêve très fragile. L'armée israélienne qui a ordonné aujourd'hui l'évacuation de 17 villages dans le sud du Liban, tout en affirmant qu'Israël n'avait aucune visée territoriale sur le Liban. On peut croire cette affirmation de la part d'Israël, aucune visée territoriale. Ouais, Cette zone tampon sur le sud du Liban ne risque pas de rester longtemps en l'état. Sauf Voilà. la zone tampon jusqu'au fleuve Litanie, oui, ou la rivière Litanie. Mais vous remarquez qu'Israël s'est créé aussi une zone tampon supplémentaire en Syrie, dans le Golan. Donc, pour se protéger, en gros, des zones tampons pour se prétendre de tous leurs voisins. voilà. Mais en revanche, je ne pense pas qu'Israël ait pour but d'envahir et de coloniser le Liban. Non, pas dans l'entièreté. Loi s'en faut. Israël veut la paix à ses frontières. Vous savez combien, de temps en temps, il faut quand même revenir aussi à des choses assez simples. Combien y a-t-il eu de tirs du Hezbollah sur Israël à travers la frontière nord ces 2 dernières années, missiles, roquettes, tirs d'artillerie? 15 000. Donc, nécessité d'Israël de se défendre des tirs du Hezbollah. Mais je pense que le Hezbollah est le fauteur, quand même, le premier fauteur de troubles, je dirais, parce que pour le reste, c'est lui qui bloque aussi la reconnaissance par le Liban d'Israël. Enfin, est-ce que la France peut jouer un rôle dans le désarmement du Hezbollah? La France a cherché à véritablement, sous Emmanuel Macron, la France, nous-mêmes, nous étions partis du Liban, n'est-ce pas, après l'assassinat de notre ambassadeur de la Mare, et après la terrible affaire du Drakkar, où beaucoup de nos soldats étaient morts dans un attentat, en même temps que beaucoup de soldats américains d'ailleurs. Et puis après, nous sommes absentés, nous n'avons plus jamais vraiment été présents. Emmanuel Macron a voulu revenir, mais c'est difficile de revenir dans un Liban qui avait largement changé aussi, dont la francophonie s'était étiolée tout de même, et dont les intérêts avaient été complètement partagés. Peut-être on a eu un redout avec Jacques Chirac et Rafik Hariri à un moment, n'est-ce pas? Bon. Mais regardez qu'aujourd'hui, nous avons des soldats qui sont morts au Liban parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. De soldats qui étaient... Ça, pour moi, c'est un résumé hallucinant et terrible, parce qu'évidemment, on pense à ces soldats, on pense à leur famille, mais parce qu'ils étaient embringués dans cette affaire d'une force de paix, d'interposition, avec l'incapacité de riposter, n'est-ce pas? Alors voilà, je ne crois pas qu'on aille en Orient pieds et mains liés. Déjà, quand on y va armé, c'est assez compliqué parce que nous ne sommes pas préparés à la subtilité orientale et au fait que souvent les amis sont des ennemis réciproquement. Mais alors, y aller comme on y va dans des missions qui n'ont plus aucun sens quand on voit l'état actuel de ce pauvre Liban. La FINUL, ça n'a plus aucun sens. Mais ça n'a plus la force d'intervention. Et vous considérez que toute personne disant qu'elle est capable de désarmer le Hezbollah, que ce soit le gouvernement libanais ou la France, en aidant, vous pensez que tout ça, c'est une chimère? Le gouvernement libanais, c'est sûr qu'il ne peut pas. On ne pourra pas désarmer le Hezbollah. En fait, il faut que Téhéran débranche le Hezbollah ou que le Hezbollah se rebelle contre Téhéran. C'est ça la vérité, parce qu'on n'arrête pas de dire là le Hezbollah, mais ça n'existe pas le Hezbollah. Le Hezbollah, il existe en fait lorsqu'il n'existe plus parce qu'il a été sévèrement réprimé par Israël. Mais d'un coup, il se remet, je dirais, à agresser Israël, pas parce que les gens du Hezbollah l'ont décidé, c'est parce que à Téhéran, les chefs pasdaran l'ont décidé pour les gens du Hezbollah. Donc je dirais que déjà libérer les Libanais chiites du Hezbollah, ça serait déjà aussi une ambition. Pour conclure sur le retour des empires dont vous parlez notamment dans ce documentaire à voir sur la plateforme de France Télévisions, est-ce que le grand vainqueur finalement de cet affrontement pourrait être la Chine et la Chine de Xi Jinping, gagnante de cet affrontement entre les États-Unis, Israël et l'Iran? Oui, en tout cas, elle en rêverait. Est-ce qu'elle en a les moyens? Moi, je ne le crois pas. Pourquoi elle n'en a pas les moyens rapidement? Parce qu'aujourd'hui, elle est complètement immobilisée par la privation de l'énergie, parce que en fait,
La Chine ne s'intéresse pas au reste du monde, si vous voulez savoir mon opinion. Elle n'a pas de compréhension, elle n'a pas de grammaire, elle n'a pas d'alphabet. La Chine, en quelque sorte, elle est beaucoup plus dans une espèce de volonté de conquête par le marché, par le commerce, de manière à se protéger. Puisque je vous rappelle quand même que même si vous avez envie, vous ne pourrez jamais devenir chinoise parce que vous n'êtes pas ethniquement, racialement, biologiquement Han. Eh bien, je le note. C'est entendu. Merci, c'est entendu. Merci d'avoir été à nos côtés pour ce grand entretien. Jean-François Colosimo, à suivre sur notre antenne le JT Monde, ainsi que Les Informés. Bonne soirée à vous.